Allez, bonjour à tous, donc une nouvelle vidéo où je me pose la question sur Ruby, est-ce qu'il s'agit d'une value trap? Donc je me base sur les résultats du deuxième semestre de l'année 2023 pour ça. Bon, comme vous le savez sans doute, sur du moyen terme, on va dire que l'action Ruby a fortement baissé. Là qu'elle est sur un des plus bas historiques, autour de entre 20 et 22 euros. À titre perso, donc j'ai une position relativement importante, enfin une position normale pour moi en termes de ligne, donc j'avais investi à peu près 2000 euros et je suis en moins value latente d'à peu près moins 39%, soit de manière absolue à 820 euros. Alors ça c'est hors dividende. J'ai dû toucher un peu plus de 250 euros de dividendes, mais globalement, voilà, donc c'est une position sur une de mes lignes sur laquelle je suis en moins-value latente de manière importante. Alors pour ceux qui me suivent, ça fait un petit moment que je m'interroge sur ma position sur Ruby et je me pose de plus en plus la question d'une value trap. Pour l'instant, je n'avais pas changé de position, donc c'est ce qu'on va revoir aujourd'hui, ce que l'update que je fais là-dessus vis-à-vis de ma position, et afin que je passe à l'action le cas échéant. Donc soit renforcer si c'est une opportunité, soit m'en délester si j'estime que c'est une value trap. Alors je vais passer très vite là-dessus parce que si vous regardez cette vidéo, vous êtes sans doute au courant. Globalement, Ruby, il y a le métier historique qui est qui est la distribution d'énergie, à la fois en ayant des stations-service et à la fois en ayant des bateaux de distribution. Ils ont aussi une exposition au bitume en Afrique. Bon, c'est l'essentiel de leur chiffre. Ils ont fait un pivotement stratégique avec un investissement dans les énergies renouvelables, notamment dans Photosol. Et puis ils ont une joint venture dans le stockage de liquide, donc essentiellement industriel, type fuel, etc., qui reprend maintenant une part minime de leurs revenus. Alors sur le cœur de leur business, sur la distribution d'énergie, si on voit leur outlook, on voit que si vous regardez les chiffres grosso modo, bah, les croissances attendues sont à tonnes, hein, c'est de quelques pourcents au maximum. Sur la LPG en Europe, c'est au mieux stable, voire en déclin. Alors c'est un secteur qui est relativement profitable, mais en déclin. Sur le reste, en dehors du bitume, on voit que voilà, la croissance elle est à tonnes. En niveau des Caraïbes, moi ce qui était initialement un de mes thèses d'investissement, c'était que vu leur forte exposition, notamment sur Haïti, hein, dans leur réseau de distribution, hein, c'est une de leurs principales expositions. Je jouais à une recovery dans ce sens-là. Alors sans être un expert de la situation politique haïtienne, elle est toujours aussi compliquée 2 ans après ma ligne, voire 3 ans avant. Je crois que j'avais investi un peu avant le Covid. C'est toujours très compliqué là-bas. Bon, j'ai écouté récemment un podcast sismique là, qui vous fait un petit peu l'état des lieux de la situation. Je vois mal, en tout cas à titre perso, de sortie de crise à court, voire même moyen terme, et donc ils ont une grosse position sur ce pays qui n'a pas de valeur. Ça ne veut pas dire que tous les Caraïbes c'est pas intéressant, mais en tout cas voilà, le recovery de Haïti semble en tout cas peu probable. Bien évidemment, je ne suis pas un expert géopolitique de Haïti, hein, mais voilà, globalement, c'est un scénario, il est en train d'être invalidé de mon côté. Donc le bitume, c'est intéressant, c'est en croissance dans un secteur intéressant en Afrique. Alors, quand même, c'est bien de recontextualiser un tout petit peu le cycle de vie de cette entreprise. C'est clairement une entreprise au mieux mature, voire en début de déclin, hein. On est dans cette zone-là de maturité d'entreprise. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et en tout cas, elle cherche à se renouveler en faisant un pivotement stratégique. Bon, en termes de résultats financiers, l'EBITDA, il est en bon rebond, en bonne augmentation plutôt sur le premier semestre 2023 vis-à-vis de 2022. Mais quand on regarde le résultat net, celui-ci il est stable, voire enfin il ne bouge pas. Alors il y a deux grosses explications, hein. Il y a notamment l'augmentation des charges d'emprunt, bon, ça, à minima, mais en tout cas la tendance elle est assez notable, plus 145%. Donc à voir, puisque c'est pas forcément
amené à se modifier rapidement. Et puis surtout donc l'effet de change au niveau Nigeria notamment et Kenya d'autre part. Alors est-ce que c'est quelque chose de conjoncturel ou de plus prolongé, ça reste à voir. En tout cas moi je suis pas capable de juger de la politique de la Banque centrale nigérienne. Ce que je vois c'est que l'amélioration de leurs résultats il est complètement anéanti par des effets de change. Et c'est un des risques clairement de cette entreprise, l'exposition aux effets de change, aux effets géopolitiques. En tout cas, c'est ce qui grève la performance de cette entreprise ces dernières années, d'Haïti pour la géopolitique, l'effet de change là plus récemment, plus conjoncturellement aussi peut-être. Alors un des gros sujets moi qui m'inquiète depuis quelques temps sur l'entreprise, c'est l'allocation du capital de celle-ci. Donc comme je vous l'ai dit, il y a une grosse allocation du capital dans les dividendes, environ 200 millions d'euros par an. Donc on voit que c'est quasiment la moitié de son investissement de cash flow, et le reste est redistribué en capex avec une partie donc dans le renouvelable et avec un gros effet de levier comme vous pouvez le voir sur cette slide. Aujourd'hui Photosol c'est pas grand chose, hein, c'est un demi-gigawatt, donc c'est à dire pas grand chose en termes de production. Alors ils ont bien beaucoup de projets dans les pipelines. Est-ce qu'ils seront tous validés? Ça reste à voir. En tout cas ils ont pour objectif d'investir énormément dans ce secteur là, avec comme vous voyez un effet de levier important et un retour sur investissement qui est probablement prévisible mais qui n'est pas non plus exceptionnel. En tout cas c'est un business model de production de renouvelables. À titre personnel c'est pas forcément le type de business qui m'intéresse. Beaucoup d'endettement, des prix partiellement administrés. Bon, même s'il y a peut-être probablement des facilités de financement, c'est quand même des marchés un petit peu biaisés, pas complètement libres et fortement capitalistiques. Voilà, en sachant qu'ils partent de bas dans une espèce de petite fenêtre réduite et hautement capitalistique une fois de plus. Bon, en termes financiers, ce qu'on voit, c'est que l'entreprise elle augmente son niveau de dette absolu. C'est stable sur le plan relatif, sur l'augmentation du ratio net dette sur EBITDA, mais enfin globalement, niveau d'endettement global, il augmente. Et ce qu'on voit, c'est que la charge donc, de la dette, elle augmente de manière significative, de manière relative, hein, plus 145% du fait de l'augmentation des taux d'intérêt. Je crois qu'ils ont à peu près un tiers de leur dette qui est à taux variable et 2 tiers à taux fixe. Probablement progressivement, en faisant rouler la dette, les taux vont monter mécaniquement. Dans l'ambiance actuelle, probablement de taux prolongés, ça risque là aussi de gréver les bénéfices de cette entreprise dans les semestres à venir. En termes de redistribution, c'est un des points forts et un des points connus de cette entreprise, c'est qu'elle est généreuse en termes de dividendes. Aujourd'hui, vous avez un rendement qui a plus de 8 ou 9% au moment où je tourne la vidéo, donc avec un prix de l'action autour de 22 €. Le taux de croissance de cette entreprise est de 6% par an en moyenne sur les dernières années, avec un payout ratio qui reste autour de 60% si on part sur la chute 2022. Ça se fait quand même, mais c'est à minorer par rapport à une augmentation d'actions en circulation qui avait pas mal cru ces dernières années, en moyenne 2% par an. Donc c'est intégré dans la distribution des actionnaires. Bon, en conclusion, alors si on regarde les points forts, c'est une entreprise dont le business model peut être intéressant du fait de caractère plutôt résilient de son business, probablement non cyclique ou pas totalement cyclique. Elle a un positionnement notamment géographique intéressant, ce qui m'avait fait moi y investir, et puis je jouais la récupération notamment sur Haïti et un fonds de croissance sur l'exposition africaine. Ce qui fait probablement que vous avez investi aussi dessus, c'est que c'est une aristocrate du dividende. Donc un dividende généreux, croissant dans le temps, mais que je minorerai au détriment d'une augmentation quand même significative d'actions en circulation.
Alors les éléments contre, et c'est ce qui m'inquiète, c'est que effectivement c'est une entreprise, comme on le savait, qui a quand même un risque politique et de change assez significative, et dont l'entreprise fait les frais, en tout cas depuis que j'y investis, donc depuis 2019. Donc il y a eu le Haïti, le Covid, maintenant l'effet de change en Afrique, donc globalement il y a toujours un effet conjoncturel qui arrive et qui fait que l'entreprise ne performe pas. Alors est-ce que ça va finir par s'arrêter? Loin s'en faut de le prédire. Bon. C'est quand même une entreprise dont le fonds du commerce est en croissance faible, voire nulle, quelques pourcentages. Ça croît moins vite que l'inflation, moins vite que le PIB, donc on est dans une entreprise mature, voire en déclin. Donc ça, c'est un des gros éléments à intégrer dans l'analyse de cette entreprise. C'est une entreprise qui est fortement capitalistique, donc ça c'est un des éléments à garder aussi en tête, qui augmente son niveau d'endettement, et dans ce contexte de remontée des taux va probablement impacter ses résultats. C'est une entreprise qui n'a pas véritablement de motte, elle fait de la distribution de fuel, de bitume, c'est par définition des produits non discriminants. Alors on peut peut-être jouer la carte positionnement géographique sur certains secteurs, mais globalement c'est des produits qui margent peu, donc pas d'avantage concurrentiel majeur et indispensable. C'est clairement le gros sujet, c'est une entreprise donc qui se voit elle-même comme en déclin, ou en tout cas très mature, dont les niveaux de valorisation s'effondrent parce qu'en plus elle est dans un secteur qui est pas très sexy, et donc qui joue un pivotement stratégique vers les énergies renouvelables. Alors moi, à titre personnel, c'est pas forcément le type d'entreprise qui m'intéresse le plus, mais même si vous y souscrivez, la question c'est, ne vaut-il pas plutôt jouer à ce moment-là un pure player des énergies renouvelables, par exemple un Neoen, qui aura par définition probablement des niveaux de valorisation plus élevés du fait que ça soit un pure player, et qui rentrera notamment en ligne dans les classifications ESG à la mode, etc. Sans forcément y souscrire, en tout cas ça peut être une lecture en termes de valorisation sur ces entreprises. Ce qui est sûr, c'est que c'est hautement capitalistique, qu'elle va devoir jouer de la dette pour ça, et que c'est un pivotement stratégique. En tout cas, c'est un pari risqué pour cette entreprise de penser qu'elle va pouvoir se renouveler à coup de fort investissement sur un secteur qu'elle ne maîtrisait pas forcément. Est-ce que c'est le pari le plus sûr pour nous en tant qu'investisseurs, même si vous souscrivez à la stratégie? Est-ce qu'il n'y a pas des entreprises mieux placées? C'est toute la question. Et puis en plus, c'est une entreprise qui, malgré cette politique de pivotement, continue à avoir une politique extrêmement généreuse de dividendes, qui absorbe complètement son cash flow, puisque globalement, même au détriment de l'augmentation du niveau d'endettement, elle continue à verser un dividende, car je pense qu'elle tient à son statut d'aristocrate du dividende, mais au prix d'augmentation de la dette. Donc globalement, pas mal de points faibles selon moi. Alors c'est pas un conseil d'investissement ou du tout, cette vidéo, mais en tout cas c'est mes réflexions. Donc pour moi, il y a beaucoup de points faibles pour peu de points forts, et la vraie question, c'est que même si au niveau de valorisation actuelle, est-ce qui semble faible, est-ce qu'il n'y a pas des meilleures opportunités tout simplement ailleurs, Donc pour résumer, c'est pour moi, en tout cas la lecture que j'en fais, c'est une entreprise mature, voire en déclin, de qualité médiocre, un niveau d'endettement élevé, marge faible, fortement capitalistique, qui en plus fait un pari de pivotement stratégique dans un secteur sur lequel, à titre personnel, je ne souscris pas forcément, et qui en plus est fortement capitalistique, sans remettre en cause sa politique du dividende. Donc il me semble que c'est une politique probablement risquée, et c'est pour ça que la valorisation de cette entreprise ne fait que baisser, car sans doute le marché fait un petit peu la même lecture. Donc à titre personnel, je pense que c'est plutôt une value trap, donc maintenant j'en ai de plus en plus la conviction, donc je vais à titre personnel solder progressivement ma position, même si elle est en forte moins-value relative, car je pense qu'il y a de meilleures opportunités ailleurs. Voilà. Et puis je pense que voilà, ça n'a rien à voir avec une entreprise comme
comme Total ou Téléperformance sur lequel je suis par ailleurs investi. Un Total, c'est clairement une vache à lait qui génère d'énormes cash flow et donc qui peut effectivement en investir une partie dans le renouvelable, dans une stratégie d'acquisition d'actifs de qualité, mais qui a de toute façon des cash flows tellement positifs avec les niveaux de pétrole actuels qu'elle peut avoir une politique de dividendes relativement généreuse et de rachat d'actions surtout très importante et d'investissement sur le futur sans gréver la dette, puisqu'en plus elle est dans une phase de désendettement. Donc rien à voir avec Total ou rien à voir avec Téléperformance selon moi, qui est pas dans un pivotement stratégique d'une part, qui a certes une menace de son business model, mais qui n'est pas dans un changement de pivotement et qui a des marges qui n'a rien à voir avec cette entreprise-là, sans les risques politiques ou de change. Enfin, il y a des risques de politique et de change aussi, mais pas tout à fait les mêmes. Donc, en tout cas, j'en ai pas la même. Je la classerai pas dans les mêmes catégories que les autres. Voilà, n'hésitez pas à critiquer cette vidéo et à me dire ce que vous en pensez. Vous n'êtes sans doute pas tout à fait d'accord avec moi. En tout cas, pas de souci. Je serai content d'en débattre. Et puis voilà, si vous voulez voir un petit peu plus mon portefeuille, je viens de faire une vidéo récemment sur l'ensemble de mes positions. N'hésitez pas à aller la voir. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.